Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bonjour chers auditeurs de la radio iWeb et bienvenue dans notre émission Presse In qui est présentée par Marianne Linzo Bénédicte. Alors aujourd'hui je ne serai pas seule, je suis accompagnée de mes confrères journalistes à qui je dis bonjour. Bonjour. Bonjour Madame madame. Bénédicte. Ok, mais c'est Jonathan Makila, vous vous portez bien Oui, ça va très bien. Dieu nous protège et puis nous sommes là pour parler de la République démocratique du Congo. Je pense que ça sera comme ça une très belle émission. Ok, merci monsieur Jonathan, avec vos lunettes, toujours bien habillé en tout cas. Merci beaucoup. D'accord, merci. Je suis avec le sage, le Socrate, le poète, monsieur Gilbert Ngonga. Comment vous allez? Je me porte bien, merci pour ces compliments. Bonjour à vous aussi, à tous nos auditeurs qui nous suivent de très partout dans le monde. Voilà. D'accord, merci à vous. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de jour pour jour, une année que Bunaganga est occupée par les rebelles de M23 et aussi des conflits qui existent entre le Teke et Yaka qui s'est finalement dévasté. Cela fait plus de 12 mois, y compris aujourd'hui, cela fait déjà une année. Donc aujourd'hui, nous allons en parler. Alors, je commence par M. Jonathan Makila. D'accord, monsieur Jonathan, un an déjà que Bunaganga est occupé par les M23. Qu'est-ce que ces groupes rebelles revendiquent-ils? Voilà, merci beaucoup pour la parole, madame Marianne, c'est bien ça, j'espère. Jour pour jour, une année depuis que le territoire de Bunagana est occupé par les groupes rebelles M23. En tout cas, ici, nous ne sommes pas obligés de rappeler ce que ces gens revendiquent ou ces gens réclament ou ces gens demandent comme ça aux autorités de la République. Mais moi, je dirais tantôt que les porte-parole de ces groupes rebelles, même à la personne de Willy Ngoma, nous a bien dit qu'ils étaient ici à Kinshasa, logés par les pouvoir en place plus d'une année et les accords ont été signés, c'est-à-dire là-dedans, il y a des choses que le gouvernement a promis à ces rebelles et aujourd'hui, l'engagement pris par le gouvernement n'est pas respecté. Voilà pourquoi les rebelles ont repris comme ça justement les hostilités avec les FARDC. Donc, dire ouvertement ou dire clairement ce qu'ils revendiquent. En tout cas, je ne suis pas mieux placé de le faire, je dirais. Ok, merci monsieur Jonathan. Monsieur Gilbert Ngonga, le sage, le grand poète, en fait, c'est quoi leurs ambitions? Donc, les rebelles, bien sûr, c'est quoi leurs ambitions pour le gouvernement congolais? Est-ce une façon de déstabiliser le pouvoir ou encore de détacher le parti qui est en place? Qu'en dites-vous en tout cas? Voilà, merci beaucoup Madame Bénédicte Mariam pour cette pertinente question. La guerre de l'Est, c'est une guerre économique, une guerre aussi expansionniste. Cela voudrait dire que la rébellion du M23 veut, à coûte que coûte, prendre les terres de la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Parce que dans l'Est du pays, il y a beaucoup de richesses. Nous sommes un pays potentiellement riche. Nous avons les richesses sur le sol et sous le sol que nous n'exploitons pas jusqu'à aujourd'hui, faute notamment de la guerre. Donc, la revendication première de la rébellion du M23, c'est la terre. La deuxième revendication, qui va de pair avec la première, c'est justement l'exploitation minière. Vous voyez, c'est ça les revendications. Et aujourd'hui, les rebelles du M23 se sont retirés dans certaines localités qu'ils occupaient jadis et ils revendiquent un dialogue direct avec le gouvernement. Cela voudrait dire gouvernement congolais face aux rebelles M23 autour d'une table pour négocier. Il y a eu des négociations qui ont eu lieu à Nairobi par l'entremise
n'est-ce pas, du président du Kenya, Uhuru Kenyatta, mais eux ne veulent pas que ces dialogues se fassent là-bas, ici en RDC ou ailleurs, mais seulement face au gouvernement congolais. Ce qu'ils veulent, ces rebelles, c'est avoir des postes ministériels et des postes au sein des entreprises étatiques ou de l'État congolais. C'est tout ce qu'ils veulent. Mais la préoccupation, le problème est celui de savoir, pour accéder au pouvoir, il faut forcément prendre les armes, tuer ses propres frères, parce qu'ils se disent être congolais. Pourquoi tuer les Congolais pour accéder au pouvoir? L'Est de la RDC est devenu plein de sons des Congolais tués à longueur de journée par les rebelles, notamment le M23. Donc même quand ils disent qu'ils se retirent et que nous voulons les dialogues, en réalité, ils ne se retirent pas. C'est un semblant de retrait, simulacre de retrait. Pourquoi ils font ça? Parce que le gouvernement congolais leur avait promis, si vous retirez de tous les territoires conquis, nous allons négocier avec vous. Le gouvernement avait dit, pas de négociation aussi longtemps que vous êtes encore sur le sol congolais. Alors ils font semblant de se retirer pour attirer l'œil du gouvernement de la République démocratique du Congo afin de négocier avec eux. Et ils ne veulent pas négocier en position de faiblesse. Voilà pourquoi ils se sont retirés dans certaines localités et ils occupent encore d'autres localités. Vous avez dit, ça fait une année depuis que Bunagana est sous occupation de la rébellion du 1-23, justement parce qu'ils veulent négocier en position de force. S'ils ont Bunagana, ils ont Kibumba, et demain, s'ils auront la possibilité de conquérir la ville de Goma, vous allez vous rendre compte que le gouvernement congolais va négocier à genoux et les rebelles vont négocier debout. C'est tout ce qu'ils veulent en fait. Ok, parlons de votre réponse. En vous écoutant parler, vous avez dit une chose très remarquable en disant que ni t'étais la négociation, la négociation pour notre gouvernement, bien sûr, face au M23, face aux rebelles, bien sûr. Qu'est-ce qui vous affirme, qu'est-ce qui vous fait dire, en tout cas, pourquoi cette conviction que vous avez que si seulement il y a négociation entre les deux parties et qu'il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de sang à l'est du pays? Non, rien en tout cas ne me rassure que s'il y a négociation, il n'y aura plus la guerre dans la partie est du pays. En disant que notre gouvernement peuvent même s'agenouiller. Oui, je dis, si le gouvernement négocie actuellement avec les M23 pendant que cette rébellion occupe certains territoires de la République démocratique du Congo, le gouvernement va négocier en position de faiblesse. Vous voyez, c'est-à-dire le gouvernement sera obligé d'accepter les cahiers de charges de la rébellion du 1-23 parce qu'ils occupent certains territoires. C'est ce que je dis. Alors la question était celle de savoir c'était quoi la question encore? Voilà, je disais... Qu'est-ce qu'ils réclament? Voilà, qu'est-ce qu'ils revendiquent en tout cas? Ce qu'ils revendiquent, c'est le sol, c'est la richesse. C'est ce que je dis tantôt. Là, c'est connu, bien sûr. Donc, tout ce que le gouvernement ne peut pas faire, c'est intégrer les rebelles dans l'armée. Parce que le Parlement congolais avait interdit au gouvernement d'intégrer les rebelles dans l'armée. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons une armée faible, c'est parce que nous avons une armée de brassage et de mixage. Merci. Après la rébellion, tous ces rebelles intègrent ou réintègrent l'armée. Et que dire de ces Kuluna, phénomène Kuluna l'année passée où le général Kassongo, je crois, qui a eu à instituer une opération dans chaque Kuluna qui est enfermé, par exemple, au lieu de le tuer ou soit de le lapider, on les envoyait aux prisons, à l'armée, voilà. Justement non, vous avez peut-être mal compris la décision qui a été prise par le gouverneur de la ville de Kinshasa avec les commissariats provinciaux de Kinshasa, c'est-à-dire les Kuluna, n'est-ce pas, qui commettent des infractions mineures, peuvent être envoyés ou ils peuvent s'enrôler dans l'armée pour devenir des militaires. Mais ils sont justement Kuluna de base. Cependant, les Kuluna qui commettent des infractions majeures n'ont pas droit
n'est-ce pas, d'adhérer à aux forces armées de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire quoi? Infraction mineure, par exemple, au bouton du téléphone, on considère ça comme infraction mineure. Mais quand tu tues une personne, c'est une infraction majeure. En ce moment-là, on t'arrête, on t'envoie à la prison, soit quand il y a manqué cessé. Mais pour ceux-là, les Koulouna mineurs, hein, les débutants qui commettent des infractions, oui, mais des infractions mineures doivent être envoyés à l'armée selon la décision prise par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Ok, merci pour votre réponse. Doit-on toujours compter sur nos forces armées, donc la FARDC bien sûr, pour déloger la rébellion à l'est du pays contre le Bunagana, bien sûr? Qu'est-ce que vous en dites? Une très belle question, Madame Marianne, mais avant ça, j'aimerais placer quand même quelques mots par rapport à ce que Gilbert venait de dire tantôt. Le groupe rebelle M23 est considéré aujourd'hui par les pouvoirs en place comme un groupe terroriste. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a bien dit, je crois, sur plusieurs plateaux. Hein. Et puis aujourd'hui, tout le monde considère le groupe M23 comme un groupe terroriste. Et il faut aussi dire que le président était catégorique. Le président de la République était catégorique. Il a bien dit que on ne peut pas négocier avec un groupe terroriste. C'est-à-dire quoi? On n'a plus le temps, justement, de se mettre comme ça autour d'une table pour discuter avec ces rebelles, avec ces malfrats qui dérangent la partie est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Bunagana. Donc, le monsieur en question, ou les hommes, les rebelles du M23, dire qu'ils arrivent comme ça à revendiquer une partie de la terre congolaise, bon, ça, je trouve que c'est hypothétique. C'est hypothétique parce que leur souhait, c'est de travailler, leur souhait, c'est d'être reconnus comme Congolais, leur souhait, c'est d'intégrer l'armée congolaise. Est-ce que vous allez devenir général ou vous allez devenir un administrateur d'une entreprise étatique tout en étant à Bunagana comme, je dirais, un État indépendant? Non, c'est-à-dire Bunagana reste toujours comme une partie de la République démocratique du Congo. Ça, c'est très important quand même de les souligner. Et puis, pour dire qu'aujourd'hui, doit-on compter sur nos FARDC pour déloger les rebelles du M23, justement, de Bunagana, je dirais oui. Pour moi, je trouve que c'est ça, mais il y a quand même des efforts à fournir en amont. C'est-à-dire, on doit commencer d'abord à réformer l'armée, on doit commencer d'abord à former nos soldats, on doit commencer d'abord à prendre les choses au sérieux parce que je trouve que cette question est traitée avec une sorte de légèreté. C'est ce que moi je considère. Pour déloger les M23 de Bunagana, ça ne demande pas toute une armée, c'est juste un bataillon ou des bataillons, ça suffit. Mais depuis que notre armée est-elle vraiment compétente au point où de déloger vraiment les rebelles qui sont Oui. Mais qu'est-ce qui manque? C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Donc, depuis que les pouvoirs d'aujourd'hui est en place, qu'est-ce qu'ils ont fait justement pour réformer l'armée? Aujourd'hui, on a Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, que l'on a connu, le vice-ministre, justement, de la Défense. Le Jean-Pierre Bemba que l'on a connu en 2006, il n'est plus la même personne. Jean-Pierre Bemba a laissé sa peau à la CPI. Il a laissé sa peau à la CPI. Il ne fait plus peur. Il ne fait plus peur. Jean-Pierre Bemba ne fait plus peur. Nous, on pensait que Bemba allait faire quelque chose. Dès son arrivée, oui, dès son arrivée. Mais même pas 6 mois. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement l'art de la guerre. Bemba maîtrise l'art de la guerre. C'est vraiment la personne qu'il faut à la place qu'il fallait. Mais justement, il est là maintenant. Mais il ne fait rien pour l'instant. Ça signifie quoi? La tête est pourrie. Donc, assez du temps. Non, madame. Les Congolais tombent nuit et jour. Les Congolais tombent nuit et jour. Une année durant, vous imaginez? 12 mois. 12 mois. Jusqu'un seul jour comme ça, il y a plus de centaines de Congolais qui tombent. Et vous regardez les images qui circulent sur la toile. C'est horrible.
Oh, ce sont des images que l'on ne souhaite même pas voir. Mais depuis que Félix est là et sa bande, ils se pavanent comme des petits princes. Voilà comment il a fêté ses 60 ans. Hier. Alors qu'il y a des gens qui tombent là-bas. Voilà comment il danse. Et aujourd'hui, c'est devenu je termine. C'est devenu une honte nationale. Okay. Les Maliens se moquent de nous. Je dirais quoi? Les Nigérians se moquent de nous. Pourquoi? Parce qu'on traite cette question avec une sorte de légèreté, avec une sorte, je dirais, des distractions. On ne prend pas le taureau par ses cornes. On doit se poser des bonnes questions et puis réformer notre armée. Je l'ai dit tantôt. Phare des seigneurs sauté Bakokende Bunagana. Non, c'est juste un bataillon ou 2 bataillons. C'est fini. Avec un bataillon de 3000 personnes, de 3000 hommes, 2 bataillons de 6000 hommes, bien formés, bien équipés, Bunagana sera libéré. Je vous dis, madame. Et cela ne va pas demander 3 jours ou 4 jours. Mais si Tshisekedi n'arrive pas aussi à frapper les M23, c'est parce qu'il connaît aussi quelque chose. Si Willy Ngoma a dit que Tshisekedi a signé les accords avec eux avant son accession à la magistrature suprême, c'est parce qu'il a eu à discuter avec ces gens-là avant même son élection. Okay. Tshisekedi, Willy Ngoma l'a bien dit, on a vu les vidéos circuler sur WhatsApp tout comme sur Facebook. Tshisekedi a dit à ses rebelles, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Willy Ngoma, les porte-parole. Il est considéré comme Congolais d'ici. Okay. Il est considéré comme Congolais. Il a bien dit que Tshisekedi nous a promis que si Joseph Kabila est réélu ou si Joseph Kabila reste en pouvoir, nous on va déstabiliser le pouvoir. Et si Tshisekedi devenait comme ça président de la République, on va vous donner ça. Il y a des choses qui sont cachées que Tshisekedi, tout comme les rebelles du M23, n'arrivent pas à dire sur la place publique. Voilà pourquoi je me réserve beaucoup plus pour dire c'est quoi leurs revendications. Okay. Parce qu'ils étaient logés ici. Okay. Ils étaient logés ici comme des petits princes. Merci beaucoup, monsieur. En vous attendant parler, donc on peut dire que le salut de la République démocratique du Congo, précisément à l'est du pays, bien sûr, est-il prédestiné ou encore c'est juste entre nous ou c'est une forme de maltraitance du pouvoir où on peut estimer que les pays extérieurs peuvent venir nous aider? Non, on ne peut pas compter sur une aide. Non, on ne peut pas compter sur une aide externe. C'est parce que l'on n'est pas conscient. C'est parce que l'on n'est pas conscient. C'est parce que l'on est distrait. C'est parce que l'on n'aime pas les pays. Le patriotisme nous manque. Donc, le patriotisme nous manque. Il y a une prise des responsabilités à la population. Donc, chacun a sa part des responsabilités. D'ailleurs, je salue comme ça la bravoure de mes compatriotes de la partie est de la République démocratique du Congo. S'ils étaient comme des Quinois, aujourd'hui, on n'allait même plus parler de cette partie. Parce que le Quinois, chez nous ici, c'est l'ambiance, c'est l'alcool, c'est les femmes, la danse, la musique, c'est bien ça. Mais là-bas, ils sont conscients. Et la population de ces côtés n'attend rien du pouvoir en place. Ils savent très bien que le pouvoir n'arrivera pas à faire quelque chose. Justement, donc, voilà pourquoi je dis que on ne peut pas compter sur une aide extérieure ou une aide, je dirais bien, étrangère. Non, on doit compter sur nous-mêmes. C'est-à-dire quoi? On doit se dire la vérité en face. On doit faire quoi? On doit minutieusement étudier ces problèmes et puis donner des réponses durables, des réponses adéquates. Ça, c'est très important. Mais aussi, la population doit jouer son rôle doit jouer pleinement son rôle, c'est-à-dire quoi? On doit décourager ces jeunes gens, ces jeunes hommes qui prennent part ou encore qui arrivent facilement à adhérer dans des différents groupes armés se trouvant dans la partie est de la République démocratique du Congo. Donc, en dehors des non-FRDC, la population doit doit jouer son rôle pour déloger définitivement tous ces groupes rebelles qui dérangent, qui terrorisent même la partie est de la République. Ok, merci Jonathan. Est-ce qu'une prise de conscience justement suffit-elle pour
pour endommager ou encore revoir notre partie de l'Est qui est toujours en guerre. Il y a de cela plus de 10 ans, donc c'est déjà une décennie. Est-ce que, M. Gilbert, vous pensez vraiment que juste une prise de conscience suffit pour installer la stabilité à la partie est de la République démocratique du Congo? D'entrée de jeu, je répondrai par oui et non à la fois. Avant d'éclairer et de m'élargir sur cette question, j'aimerais préciser une chose, c'est que le gouvernement congolais avait donné son quitus pour négocier avec les rebelles du 1-23. Cependant, il avait posé des préalables. Les premiers préalables, c'est le cessez-le-feu. Le deuxième, c'est les retraits. Le troisième, c'est les pré-cantonnements. Le quatrième préalable, c'est les cantonnements. Et le cinquième préalable, c'est la réinsertion sociale. J'insiste, réinsertion sociale, c'est-à-dire réintégrer ces rebelles dans la société congolaise. Et si ces 5 préalables sont respectés par les rebelles du 1-23, en ce moment-là, le gouvernement s'est dit prêt à négocier avec les rebelles plutôt du 1-23. Et aujourd'hui, avant de répondre à la question, la RDC est balkanisée. À Bunagana, la monnaie congolaise, les francs congolais, n'est plus utilisé à Bunagana. Okay. Le drapeau de la République démocratique du Congo n'est pas à Bunagana. Cela voudrait dire que le pays est divisé et balkanisé. Okay. Là-bas, actuellement, c'est les Sans pour autant affirmer, bien sûr. Non, j'affirme. J'affirme. Vous avez quelles preuves? Je veux des preuves. Il y a un rapport, il y a par exemple un rapport des Nations Unies qui atteste que les rebelles du 1-23 perçoivent 27 000 $ par mois des taxes, n'est-ce pas? 27 000 $ par mois fois 12, parce qu'ils ont fait un mois à Bunagana. Ça fait une année, voilà. Ça fait une affaire de 324 000 $. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Or, Bunagana, c'est l'une, n'est-ce pas, de recettes. Bunagana constitue l'une des recettes majeures, douanières de la République démocratique du Congo. Donc, c'est une cité stratégique située à la frontière entre RDC, Ouganda, RDC, Rwanda. Donc là, c'est un manque à gagner pour la République démocratique du Congo. Là-bas, c'est la monnaie shilling, la monnaie de l'Ouganda, le franc rwandais, et puis la monnaie ougandaise. Donc, les échanges commerciaux se font avec ces 3 monnaies et les dollars, sauf les francs congolais. Donc, le pays est balkanisé. Même chose pour Kibumba, qui est toujours sous le contrôle de la rébellion du 1-23. Alors, pour répondre à votre question, prise de conscience pour récupérer ou imposer la paix dans la partie est du pays, oui et non. Parce que le problème de l'insécurité qui se pose avec acuité dans l'est du pays, c'est d'abord le problème de conscience des Congolais. Ce sont des Congolais qui tuent. Ce sont des Congolais qui sont instrumentalisés par les Rwandais et les Ougandais pour tuer leurs propres frères. Mon cher Jonathan Makila venait de le dire tout à l'heure. Willy Ngoma, qui se déclare congolais, bon, supposons qu'il est congolais. Il est congolais, disons-le clairement. Mais c'est lui qui tue ses propres frères, ses propres sœurs dans l'est du pays. Donc, la prise de conscience, s'il prend conscience que, mais comment? Je suis congolais, je suis utilisé, instrumentalisé par tel pays ou tel autre pays pour tuer mes propres frères. À partir d'aujourd'hui, j'arrête de tuer mes frères et mes sœurs. Et puis, je négocie avec le gouvernement. Je me rends, par exemple, à l'armée. Ça serait une bonne chose. Ça serait très difficile. Et là, c'est d'une part. De l'autre part, la prise de conscience ne suffit pas. Parce que tu peux bien prendre conscience que non, nous devons arrêter la guerre, fumer les calmets de la paix. Mais les conditions de vie doivent être améliorées pour les militaires et pour ces rebelles-là. Qu'est-ce qui fait que quelques militaires quittent l'armée congolaise pour rejoindre la rébellion du 1-23?
C'est justement parce que là-bas, ils sont mieux payés. Il y a d'autre part des intérêts personnels, on peut le dire. Intérêts personnels, l'exploitation minière. C'est-à-dire ils exploitent illégalement les ressources. Mais il faut préciser quelque chose, Gilbert. On ne sert pas la nation tout en mettant son égoïsme en avant-plan. Non. Voilà. Normalement. On ne sert pas la nation tout en mettant son égoïsme. Lorsqu'on est officier de l'armée ou d'une armée comme ça, en tout cas, on est là pour protéger l'intégrité, bien sûr, territoriale. C'est bien ça. Protéger la population, c'est bien. On ne devient pas général pour aller chipper ou aller faire de l'argent. Non, c'est réservé pour les hommes d'affaires. L'armée, c'est vraiment un appel, c'est vraiment un pastorat. On doit travailler selon les règles, les normes, l'éthique et déontologie. Voilà. Aujourd'hui, Madame Bénédicte Maria, nous célébrons 3 anniversaires en République démocratique du Congo. Une année, Bunagana sous occupation de la rébellion du 1-23, une année conflit Tekeyaka, et puis les 60 ans de l'anniversaire de Tshisekedi. Tout se passe au même moment. Voilà. Mais c'est quoi la priorité entre ces 3 anniversaires? La priorité, c'est imposer la paix dans la partie est du pays. Bien sûr, j'étais sidéré, estomaqué quand j'ai vu le chef de l'État organiser une fête d'anniversaire ici à Kinshasa, alors que là-bas, en Ituri, on a tué récemment plus de 50 Congolais. Avez-vous vu une fois là où Zelensky danse? Avez-vous vu une fois là où Zelensky danse? Pendant que l'Ukraine est agressée par la Russie? Avez-vous vu ça sur Internet? Il n'est rien plus. Le chef de l'État est ici. Zelensky a même oublié comment on porte une veste. Il a oublié, président de la République. En tenue militaire. C'est ce que le chef de l'État congolais devrait faire. Pour répondre à ta question, il n'est pas interdit au chef de l'État de célébrer son jour d'anniversaire. Mais quand célébrer son jour d'anniversaire, on ne fête pas quand ça brille chez les voisins. Et là, ce n'est même pas chez les voisins, c'est chez lui. En Ituri, ça brille. On a tué plus de 50 Congolais avec la machette, massacrés. Mais ici à Kinshasa, tu sais qu'il dit fête avec ses quelques ministres et ses quelques députés. Et bientôt là, il doit voyager. Bientôt là, il peut voyager. Voilà, pendant qu'on tue. Donc la prise de conscience, oui, mais cela ne suffit pas pour imposer la paix dans la partie est du pays. Le problème de l'insécurité qui prévaut dans l'est, c'est le problème des Congolais d'abord, et ensuite on peut voir les parrains. Et qu'est-ce que vous exigérez en tant que citoyen, en tant que journaliste, bien sûr? Qu'est-ce que vous adressez à la population pour dire quoi? La prise de conscience ne suffit pas. Il faut quoi? Il faut quoi? Ce qu'il faut actuellement, c'est faire la guerre au Rwanda. Vous savez pourquoi? Parce que nous avions eu 3 volets pour cette guerre. Le premier volet, c'est le volet diplomatique. N'est-ce pas? Ça a échoué. Chapeauté par le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Ce volet a lamentablement échoué. Toutes les négociations qui ont eu lieu par le passé n'ont pas abouti à quelque chose. Ça a couché d'une souris. Deuxième volet, c'était le volet médiatique, chapeauté par les porte-parole du gouvernement. Vous voyez, coup sur coup. Donc, le Rwanda a fait quelque chose, nous dénonçons. On a mis en place une sorte de brigade numérique qui semble marcher jusque-là, mais ça ne suffit pas. Et le troisième volet notamment, c'est la guerre. Et jusque-là, le troisième volet n'est pas encore touché. Voilà pourquoi, comme les deux précédents volets n'ont pas abouti à quelque chose, je propose au gouvernement congolais de faire la guerre au Rwanda. Soit de manière directe, soit de manière indirecte. Manière directe, ça dit quoi? L'armée congolaise combat le Rwanda. De manière indirecte, ça dit nous mettons en place une rébellion et nous allons la soutenir pour endeuiller les Rwandais. Okay, c'est ça, parce qu'entre les États, c'est les rapports de force. Nous avons une armée qui ne fait que dénoncer avec des papiers, avec des communiqués. Nous devons avoir une armée forte qui sait attaquer l'ennemi, parce qu'aujourd'hui, le pays a les mains libres pour attaquer l'ennemi. L'embargo imposé à notre pays a été d'ores et déjà levé. Voilà ce que je peux proposer. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, à présent, nous allons aborder la deuxième thématique de l'émission qui concerne le conflit qui existe, il y a laissé là 12 mois aussi, entre Teke et Aka. Messieurs Jonathan Abédachour. Oh là. C'est son nouveau surnom. C'est dernier temps, Abédachour. Il fait du bien. En fait, qu'est-ce qui est à la base de ces conflits?
En tout cas, à la base de ces conflits interethniques, Teke-Yaka, je dirais, il y a aussi une sorte de manipulation. Il y a une sorte de manipulation là-dessus. Pourquoi? Parce que les deux peuples vivaient ensemble depuis bien longtemps. Il n'y avait pas de problème. Mais du coup, on s'est réveillé un beau matin comme ça. Les Teke commencent à attaquer les Yaka, vice-versa. Et on se pose la question, est-ce que c'est la terre qui est à la base, justement, de ces conflits? Est-ce qu'il y a une main noire? Est-ce qu'il y a des intérêts personnels derrière tout ça? En tout cas, jusque-là, personnellement, je trouve que tous les rapports n'ont pas donné clairement comme ça les vraies raisons qui seront à la base de ces conflits. Mais il faut quand même les dire parce que certaines personnes pensent ainsi qu'il y a une sorte de main noire derrière cette histoire. On veut à tout prix créer des échauffourées un peu partout pour distraire les pouvoirs en place. Et ça, c'est quand même quelque chose que je peux dire. Mais en dehors de ça, il faut comprendre aussi qu'entre entre les deux peuples, il y a aussi peut-être des conflits, des antécédents qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui ces deux peuples soient justement en désaccord total. Donc on peut cette fois-ci chercher, on peut cette fois-ci enquêter comme il faut. Parce que chez nous, je trouve qu'on fait des choses à la va-vite. Fridolin Ambongo était là, et Peter Kazadi est arrivé à son tour, il était là. On a nommé Rita Bola comme gouverneur là-bas, mais apparemment rien ne marche. Malgré les efforts fournis par le gouvernement en place, rien ne marche. Aujourd'hui, j'aurais appris même que Fabrice Zombi, un des chefs coutumiers justement de cette partie de la République démocratique du Congo, serait arrêté. Pourquoi? Parce qu'il s'est présenté ici comme représentant légal de la population de ces côtés-là, mais alors que c'était pas ça. Il y a même une commission mise en place par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodia, mais rien n'est concret dans cette affaire. Merci. Du jour au lendemain. En tout cas, les âmes tombent. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire enfin de restaurer la paix dans ce conflit ethnique, bien sûr, entre Teke et Yaka qui existe il y a laissé là 2 ans? Voilà, je serai très bref parce qu'on n'a pas assez de temps pour répondre à votre question. Il faut d'abord dire que le conflit Teke-Yaka, c'est pour des raisons électoralistes. C'est-à-dire, le leader de Teke et Yaka cherche un ancrage leadership, n'est-ce pas, au Grand Bandundu. Pour y arriver, ils ont instrumentalisé les deux peuples qui hier vivaient ensemble, qui cohabitaient. Aujourd'hui, ils sont divisés à cause de ces leaders politiques-là et pour des raisons électoralistes. Alors, ce qu'il faut faire, en peu de mots, ce qu'il faut faire, c'est d'abord mettre autour d'une table les peuples Teke et les peuples Yaka. Les représentants, n'est-ce pas, les notables de ces deux peuples autour d'une table. Comme ça, ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils revendiquent et qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour résoudre à ces problèmes. À ce stade, c'est l'unique proposition que je puisse faire. Alors, le conflit Teke-Yaka est déjà à Kinshasa. Ce conflit a traversé les frontières. Ils sont déjà à Maluku, les assaillants de Mobundo. Et ils tuent, ils continuent à tuer. Or, Maluku, c'est à Kinshasa. Maluku, c'est à 80 km de Gombe. Or, Gombe, c'est le siège des institutions de la République démocratique du Congo. Le gouvernement, en tout cas, doit tout faire pour stopper ce conflit. Alors, merci pour votre intervention. C'est ici que nous bouclons cette émission, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et merci à mes confrères journalistes qui ont répondu présents à cette invitation. Quant à moi, je vous dis au revoir, portez-vous bien. Presse In, le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.